L'augmentation des prix du carburant continue de faire des remous. L'État, avec sa décision de supprimer la subvention qu'ils accordaient au carburant, a été peu ou prou à l'origine de cette hausse. Mais il y a une autre façon de voir la question. C'est que l'État a toujours dit que cette subvention du carburant lui coûtait 40 milliards de gourdes. Aujourd'hui que cette subvention n'existe plus, que va-t-il advenir de ces 40 milliards de gourdes? C'est ce que nous allons essayer d'élucider avec notre invité, Monsieur William Savary, économiste. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Plus de subventions égale 40 milliards d'économies. Bon, 40 milliards de gourdes qui nous donnent 400 millions de dollars. Hein? Maintenant, il faut souligner au prime abord que le pétrole n'est pas vraiment le denrée, la denrée qui est vraiment la plus subventionnée dans le pays. Là, c'est la première observation, parce que Haïti importe à peu près 8 milliards de produits à la consommation. Oui. Donc, les impôts sur les 8 milliards, c'est à peu près 5%, ça vous donne 400 millions. Et alors que les impôts sur les importations auraient dû être 15%, ce qui vous donnerait 1,2 milliard de dollars. Donc, il y a une subvention de 1,2 milliard de dollars qui est allouée aux produits, aux importateurs. Ça, c'est la première chose. Parce que la subvention, quand même, il faut se rendre compte que la subvention provient des impôts qui sont perçus. Donc, oui, forcément. Donc, si ça vient des impôts qui sont perçus, là où il n'y a pas d'impôts perçus, c'est une subvention. C'est une forme de subvention. C'est une forme de subvention. Oui, bien sûr. Et la deuxième source de subvention qu'il faut élucider et qu'il faut évoquer, c'est les impôts sur les exportations. Il n'y a pas d'impôt sur les exportations en Haïti. Du tout. Bon, presque pas, mais c'est négligeable, c'est ça? Donc maintenant, 10% d'impôts sur les exportations ou 15%, ça vous, sur 1 milliard de dollars, ça vous ferait 100 millions à 150 millions de dollars. Il y a à peu près pour 1 milliard d'exportations? Oui, bien sûr. Il y a 1 milliard d'exploitations dans le pays. Donc maintenant, vous voyez, ça fait déjà le manque à gagner de l'État. C'est une subvention à la population. Ou bien sûr, une subvention à la population, je dirais, qui est peut-être pas répartie selon les principes de la répartition des impôts. Mais il faut commencer à concevoir les subventions comme étant un manque à gagner pour l'État. Hein? Oui, mais dans les exemples que vous venez de donner, certes, aussi bien à l'exportation qu'à l'importation, on pourrait générer plus de recettes pour l'État. C'est ce que vous suggérez. Oui, ce qui veut dire, là où les recettes ne sont pas suggérées, le fait que ce soit des sources d'impôts et que les impôts sont des sources de revenus de l'État qui sont utilisés pour une subvention. Très bien. Donc là où la subvention n'est pas perçue, donc il faut les traiter comme des bénéficiaires de subventions. Voilà, oui, mais ça ne change rien pour les 40 milliards de subventions des carburants. Bon, on y arrive. Parce que là, maintenant, j'ai voulu évoquer le fait que le pétrole n'est pas vraiment la denrée qui est vraiment la plus subventionnée dans le pays. C'est ça. C'est la première chose. La deuxième chose, avant même de répondre à la question, que ferait-on des 400 millions de subventions, de dollars, merci, américains, de dollars américains qui maintenant vont faire partie de la caisse du Trésor public. Dans d'autres pays, les subventions ont été utilisées pour, premièrement, maintenir les prix, protéger la production et préserver les revenus des fermiers. De préserver les revenus. Dans d'autres pays, c'est vraiment la notion de la subvention, par exemple, dans la communauté européenne, et les fermiers sont payés pour ne pas produire certains produits.
Au Canada, par exemple, l'industrie du lait est payée pour ne pas produire du lait. Et lorsqu'il y a des excédents de production, c'est jeté à la mer. C'est jeté, ouais. Donc maintenant, tout ceci... Et le riz aux États-Unis. Le riz aux États-Unis. Maintenant, le riz, je viens dans un instant, mais j'ai voulu simplement élucider les produits qui sont... ce qui se fait des subventions dans d'autres pays. Parce qu'il faut bien se rendre compte que la subvention est octroyée, est financée à partir des impôts. Maintenant, lorsque un pays subventionne sa production, ce qui permet que la production, le prix de la marchandise puisse être préservé. Et lorsque le prix est préservé chez le subventionneur, donc il faut des débouchés pour que le fermier, le producteur du pays où la subvention est octroyée, il faut découvrir des marchés pour que ces produits-là puissent être vendus à un prix, quel que soit le prix. Parce que la subvention permet aux fermiers de déjà gagner le capital qui a été mis à risque et le profit qui aurait dû être réalisé. Oui, donc, ce qu'on appelle la PAC, la politique agricole commune en Europe, et qui concerne tous les pays, mais surtout la France, car la France est le principal pays agricole de l'Europe d'aujourd'hui. Bon, la première raison d'être de la PAC, c'est de permettre aux paysans de vivre. Absolument, de protéger les revenus. Maintenant, ou même parfois de survivre. Absolument, parce que la subvention qui est octroyée, par exemple, en France, varie entre 15 000 et 25 000 dollars, l'équivalent de 15 000 à 25 000 dollars. Au Canada, c'est 15 000. Okay? Aux États-Unis, il y a des tiers qui sont établis et ce sont des subventions directes qui sont octroyées aux paysans. Par exemple, les grands fermiers perçoivent 55 000 dollars par hectare et les petits 4 000. Donc, il y a une disproportion dans la façon dont la subvention est distribuée. Maintenant, pour revenir sur le riz, donc le riz que nous importons des États-Unis, c'est un riz subventionné. Hein? Contre lequel le pauvre riz d'Artibonite n'a strictement aucune chance. Aucune chance. Parce que lorsque le riz américain arrive sur le sol haïtien, le coût de la vente de ce produit est inférieur au coût de production du riz chez nous. Du riz local. Et en plus du fait d'être subventionné aux États-Unis, arrivé en Haïti, les impôts qui sont imposés à cette importation sont négligeables. Merci. Donc, il y a une double subvention. Merci, Président Bill Clinton. Ouais. Merci aussi à ceux qui ont consenti à mettre en œuvre, bien sûr, à adopter cette politique. Maintenant, il y a une autre chose importante qu'il faut signaler. Certains pays, par exemple, vous savez, j'ai travaillé beaucoup en Afrique et j'ai été consultant dans plusieurs pays. Mais ce que j'ai observé dans plusieurs pays, en Afrique, les banques sont aussi subventionnées. Et les banques sont subventionnées, pourquoi? Parce que lorsqu'il y a ce qu'on appelle l'autodirecteur, et il y a ce qu'on appelle des interbank rate loans. Donc, ce sont les prêts que les banques se font entre elles. Donc, maintenant, lorsque les banques perçoivent, par exemple, l'épargne de chez vous, donc, et vous payent 2%, et les banques prennent l'épargne sans prendre de risque et peuvent placer l'épargne dans les bons du Trésor. Ou bien dans les bons des banques centrales qui sont émises. Et qui rapportent beaucoup plus que 2%. Et sans prendre de risque, voilà les banques qui se capitalisent. Et dont les revenus nets sont respectables sans que les banques aient eu à prendre de risques. Donc ça, c'est une autre forme de subvention. Est-ce que ça se fait en Haïti? Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment consulté la relation entre les taux qui se pratiquent en Haïti et la Banque centrale et les banques du pays, mais ça, il se pourrait, parce que dans d'autres pays, je l'ai observé, donc en Haïti, je n'ai pas pris le temps pour l'observer. Il est très possible que ça se fasse également. Ouais. Donc, vous voyez, donc, une subvention donc, a des fonctions très spécifiques dans un pays déterminé. Maintenant, nous avons 400 millions de dollars qui seront alloués, qui seront crédités
au compte de la trésorerie. Maintenant, 400 millions de dollars, l'équivalent grosso modo à 100 gouttes de dollars. Maintenant, il y a une tendance au niveau international, et cette tendance vient de la Banque mondiale. Parce que la Banque mondiale, quand même, est dans le business d'octroyer des prêts. Maintenant, pour que la Banque mondiale octroie des prêts, la Banque mondiale doit lever le capital sur le marché international avec l'émission d'obligations, à travers l'émission d'obligations. Maintenant, la Banque mondiale a des obligations vis-à-vis de ses obligataires de payer les intérêts et de payer la dette à maturité. Mais la Banque centrale, la Banque mondiale accorde des prêts, par exemple, aux pays comme Haïti, comme New Zealand, Bénin, tout ce que vous voulez. Ils font parfois des dons aussi. Ils font parfois des dons, mais non, je veux rester sur l'aspect prêt. Maintenant, lorsque la subvention, il est probable. Pas dit ça, j'ai pas encore. C'est un fait que j'ai pas vérifié, mais en vertu de mon expérience sur le marché du capital et la relation qui existe dans le marché des obligations et les émetteurs, la Banque centrale, la Banque mondiale, pour vous octroyer, en vous octroyant un prêt, s'attend à être payé. Et le moins que vous avez de subventions, le plus sont les chances que vous aurez les revenus nécessaires pour payer la dette. Donc, il est probable. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vérifier avec le temps, dans les jours qui viennent. Est-ce qu'il y a une réaction favorable au niveau de la Banque mondiale vis-à-vis de la suspension de la subvention? Et on ne le sait pas encore. Ça va éventuellement se manifester, ça va. La nouvelle éventuellement sortira. Oui. C'est ça. Mais cette tendance, il est probable que la subvention puisse être utilisé, par exemple, pour payer la dette de la République d'Haïti vis-à-vis de la Banque mondiale. Maintenant, autre chose qui puisse être fait, il y a une façon de redistribuer la subvention qui s'accumule dans les fonds en fonds de trésorerie. C'est vraiment en émettant des bons de consommation à des catégories spécifiques de la société qui pourraient bénéficier de la subvention, mais pas au niveau national, mais au niveau individuel. J'allais dire classe, mais je veux rester à l'écart de l'usage du mot classe, parce que c'est trop politique. Microcrédit, par exemple? Ça pourrait se faire à travers les microcrédits qui pourraient être utilisés comme courroie de transmission. C'est ça. Et en émettant des prêts qui pourraient être subventionnés. Donc, il y a diverses façons, divers usages qui pourraient être faits de cette subvention. Bon, eh bien... j'ai commencé par dire que la suppression de la subvention avait entraîné une augmentation substantielle des prix du carburant, que ça créait des remous, on l'a vu tous les jours. Il nous reste à voir comment cette situation va évoluer, si le refus systématique opposé par en particulier les transporteurs routiers va rester aussi ferme. Comment ça va évoluer? Est-ce que le gouvernement va être obligé de faire marche arrière comme il avait été obligé de le faire en 2018? Parce que, rappelez-vous, c'était aussi un doublement des prix du carburant qui avait entraîné les émeutes de 2018. Pays loc et tout, et pillage, etc. Mais maintenant, ce que je dirais vraiment, c'est d'établir de nouvelles bases de négociation entre les syndicats, les ouvriers, les transporteurs. Pourquoi? Parce que l'augmentation, l'élimination de la subvention et ou sa restauration, réinstauration, c'est ça? Et sa réinstauration ne veut pas dire que votre condition matérielle va s'améliorer. Ce qui améliore les conditions matérielles, c'est la création d'emplois.
c'est le réaménagement du territoire national, la réorganisation de l'économie, la réorganisation de la production. Au lieu de se créons les conditions de la... Je pense que le débat devrait se situer à ce niveau. À ce niveau-là. Oui, parce que là ici, nous sommes... Si on conduit un débat à un niveau qui nous permettrait, pour aboutir à des résultats qui nous permettraient tous d'en bénéficier, le pays, normalement, en bénéficie. La société en bénéficie. Maintenant, lorsque un groupe de transporteurs de 30 000 membres se bat et finit par bloquer le pays. Nous sommes quand même 10 millions. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe avec nous autres qui ne sommes pas des transporteurs? Donc le débat devait être relancé avec vraiment beaucoup de calme. Hein? Oui, calme, avec des autorités légitimes et compétentes. Bon, toute chose qui nous manque. Intéressés aussi à résoudre le problème. Et intéressés à résoudre le problème. Hélas, malheureusement, on ne peut pas affirmer que tout cela existe. Bon, écoute. Soyons patients. On va voir comment les choses vont évoluer et on en reparlera le moment venu. Il y a une chose que je voudrais signaler. La relation haïtienne et la relation d'Haïti et l'international me rappelle d'une tragédie grecque. Parce que d'un côté, on essaie de cultiver l'amour de l'international pour que l'international puisse nous venir en aide, mais l'international, avec ses épaules, a le devoir de satisfaire les besoins de ses citoyens. Donc, lequel des deux va-t-il faire? Très bien. Merci, William. Merci. À bientôt. Bonne fin de journée. C'est bon. Merci, Serge. Voilà. À bientôt et probablement à vendredi prochain.